Si les méthodes décrites précédemment permettent de quantifier l'impact de l'EIH sur l'apprentissage dans une situation contrôlée, les résultats obtenus avec ces méthodes sont souvent difficiles à généraliser à une situation complexe telle que l'apprentissage en classe. De plus, ces méthodes quantitatives ne prennent que rarement en compte les composantes affectives de l'apprentissage pourtant essentielles pour la bonne acceptation et l'utilisation du système. Les méthodes qualitatives, développées en sciences humaines, offrent des outils pour appréhender la globalité du phénomène étudié. Elles ne sont pas spécifiques à l'étude de l'apprentissage, mais peuvent permettre de prendre en compte l'apprentissage en situation ainsi que les composantes affectives de l'apprentissage. On trouve premièrement le recueil des verbalisations, qui consiste à demander à l'apprenant de penser à haute voix durant la tâche proposée afin d'identifier les raisonnements qu'il met en œuvre pour réaliser la tâche demandée. Cette méthode est très utilisée dans de nombreuses études anglo-saxonnes sur l'apprentissage. Deuxièmement, on a les méthodes ethnographiques qui consistent à observer une situation de l'intérieur. L'observateur fait partie de la situation qu'il observe, il est pleinement conscient de la subjectivité de ces situations et adopte donc une position réflexive sur sa pratique d'observation. Pour l'évaluation des EIH, l'observation peut porter sur un apprenant, un groupe d'apprenants ou une classe entière. Pour l'observation individuelle, elle apporte des informations intéressantes et diverses permettant de comprendre les interactions entre l'apprenant et le système. Par exemple, sur les fonctionnalités utilisées, les difficultés rencontrées, les stratégies adoptées ou encore la motivation de l'apprenant. Pour l'observation d'apprenants qui travaillent en groupe, elle peut donner des informations sur leurs interactions avec le système ainsi que sur les connaissances qu'ils élaborent à travers leurs interactions. Enfin, pour l'observation d'une classe dans son ensemble, elle peut permettre d'identifier son fonctionnement et peut aider à mettre en évidence les caractéristiques de l'enseignement. Troisièmement, on a les entrevues. Alors, les données issues de l'observation peuvent être complétées par des entrevues avec les apprenants individuels ou collectives. Les entretiens peuvent être soit ouverts, où les thèmes abordés varient en fonction du participant, soit structurés où les questions sont prédéfinies, ou encore semi-structurés où les questions à poser sont prédéfinies, mais une place est laissée pour des réponses plus individualisées. Les réponses et les remarques des apprenants récoltées durant l'entretien peuvent éclairer l'interprétation des résultats obtenus par d'autres méthodes, permettre de comprendre le cheminement interne de l'apprenant ou donner des indications sur le degré de conscience de l'apprenant face à son apprentissage. Dans le cadre d'une évaluation en classe, il peut être utile de faire en complément des entretiens avec les enseignants pour confronter les différents points de vue sur le déroulement de l'évaluation. Et finalement, on a les collectes de documents. Alors, lors d'une évaluation, un grand nombre de documents sont produits. Il peut être intéressant de les analyser par exemple pour confirmer une interprétation. C'est pourquoi il est important de récolter tous ces documents, en particulier les productions des apprenants, qui peuvent être des productions informatisées ou des productions écrites comme des brouillons, les documents contextuels comme les photos, le plan de l'environnement, etc., ou encore les traces des interactions entre l'apprenant et le système. Ces traces peuvent se résumer aux productions de l'élève, mais peuvent être aussi beaucoup plus riches. Les traces recueillies peuvent être très diverses, par exemple frappe du clavier, clic, déplacement de la souris, utilisation des menus et fonctionnalités, dialogue, etc. Toutefois, il n'est pas pertinent de tracer tous ces éléments. De ce fait, les concepteurs choisissent quelles traces ils souhaitent enregistrer. Mais même choisies rigoureusement, ces traces sont difficilement utilisables à l'état brut. C'est pourquoi des modèles d'interprétation de ces traces ont été proposés. Pour conclure, on va répondre à la question « Quelle méthode pour quel environnement ?» Alors, parmi les différentes méthodes d'évaluation de l'apprentissage,
l'évaluateur doit choisir là où les méthodes appropriées pour évaluer un EIH donné. Ce choix peut être guidé par la théorie de l'apprentissage sous-jacente à l'EIH à évaluer. En effet, les environnements d'apprentissage sont toujours conçus en référence à une théorie de l'apprentissage. Par exemple, cognitivisme, constructivisme, socioconstructivisme, même si cette référence n'est pas explicite. Ces différentes manières d'appréhender l'apprentissage peuvent être mises en parallèle avec les différents cadres théoriques dans lesquels les méthodes d'évaluation ont été développées. Une fois la méthode choisie, il est important de préciser le type d'apprentissage visé par l'EIH. Par exemple, connaissances précises, savoir-faire, savoir-être ou compétences transversales. Tout cela afin d'identifier les comportements à observer, de choisir les tâches à prescrire pour tester l'apprentissage ou encore de définir les hypothèses à tester. Si l'on souhaite faire acquérir des savoir-faire dans une perspective cognitiviste, on peut par exemple tester l'apprentissage avec une tâche de résolution de problèmes. Si l'on souhaite faire acquérir des connaissances déclaratives avec une plateforme d'apprentissage coopératif dans une perspective socio-constructiviste, on pourra observer et analyser la référence aux connaissances à apprendre dans les dialogues entre apprenants. Je vous remercie, chers apprenants, pour votre attention durant cette vidéo et durant toute la période de la formation. À très bientôt!